Dans les couloirs feutrés du palais de Westminster, une cloche massive de 13 tonnes 7 résonne pour la énième fois. Big Ben fait entendre sa voix puissante à travers tout Londres. Les habitants sont habitués maintenant. Ils poursuivent leur chemin sans même lever les yeux. Mais au milieu de cette foule pressée, un homme s'arrête. Il observe attentivement cette horloge monumentale, puis sort de sa poche droite une montre à gousset. L'heure correspond parfaitement. De sa poche gauche, il extrait une montre bracelet. Son visage s'illumine d'un sourire satisfait. Elle aussi affiche l'heure exacte. Cet homme, c'est Hans Wilsdorf, et il vient de valider que son invention fonctionne à la perfection. Il se dirige d'un pas assuré vers le 83 Hatton Garden, où il pousse la porte de son commerce. Une enseigne indique Wilsdorf & Davies. Dans 3 années, cette plaque sera remplacée par 5 lettres vertes scintillantes, qui changeront l'histoire du luxe. Rolex. Mais nous n'en sommes pas encore là. Hans s'enferme dans son atelier, Big Ben vient donner la confirmation qu'il espérait. Sa montre-bracelet révolutionnaire est au point. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à conquérir le monde, et comme vous vous en doutez, il va y parvenir magistralement. 120 ans après sa création, Rolex affiche un chiffre d'affaires colossal de 11,5 milliards de dollars. C'est pratiquement équivalent aux revenus combinés de ses 5 principaux concurrents, Cartier, Omega, Audemars Piguet, Patek Philippe et Richard Mille réunis. La marque détient une part de marché qui dépasse les 30%, du jamais vu dans l'industrie horlogère de luxe. Et elle continue sa progression fulgurante avec une croissance nette de 4,5% entre 2023 et 2024. Tout cela avec des montres dont le prix oscille entre 5 000 et 35 000 euros. Rolex ne domine pas simplement le marché des montres de prestige, elle en dicte littéralement les règles. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce succès ne repose pas uniquement sur la qualité de ses garde-temps. Il s'appuie surtout sur quelque chose de bien plus redoutable, une stratégie marketing d'une efficacité terrifiante. Rolex est une véritable machine de guerre psychologique, un blindé conçu pour pulvériser toutes les résistances mentales. Cette entreprise a réussi l'exploit de vous faire croire qu'investir 100 000 euros dans une montre représente un achat parfaitement raisonnable. Dans les 10 prochaines minutes, vous allez découvrir exactement comment il procède. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les 4 stratégies que Rolex déploie pour réussir à commercialiser des montres à 100 000 $. Le plus troublant dans tout ça, ce n'est même pas leur prix stratosphérique, c'est que leurs clients se disputent littéralement le privilège de les acquérir. Vous allez comprendre à quel point cette entreprise a perfectionné l'art de manipuler notre psyché. Mais d'abord, laissez-moi vous révéler quelque chose que je n'avais pas mentionné concernant Hans Wilsdorf. Né à Kulmbach, en Allemagne, en 1881, il perd ses parents très jeunes. Il grandit chez ses oncles qui le placent avec ses frères dans un pensionnat. Quand il quitte les bancs de l'école, Hans devient apprenti dans une entreprise qui exporte des perles, puis rejoint un négociant spécialisé dans l'import-export de montres de poche. Cette expérience va complètement transformer sa vision et bouleverser l'avenir de l'horlogerie. Pendant 2 années entières, chaque jour, Hans manipule ses montres à gousset. Il les démonte, les étudie, les remet à l'heure, découvrant ainsi les secrets de ces mécanismes fascinants. En 1905, il décide de voler de ses propres ailes. Grâce au soutien financier d'Alfred Davis, son beau-frère, il lance sa propre affaire, Wilsdorf & Davies. Sa vision est révolutionnaire. En 1905, la montre à gousset règne sans partage sur l'univers horloger. Les montres bracelets sont méprisées, considérées comme peu fiables, défaillantes et difficiles à réparer. Malgré ce climat hostile, Hans parie sur l'avenir des montres bracelets. Il va les perfectionner et les démocratiser. Pour concrétiser cette ambition, il collabore avec la maison Jean Egler, une entreprise suisse basée à Bienne. Progressivement, les montres de Hans commencent à gagner du terrain.
Et le 2 juillet 1908, Yves dépose une marque que le monde entier connaît aujourd'hui, Rolex. La légende raconte qu'il aurait imaginé ce nom en parcourant Londres dans un omnibus, une inspiration soudaine lui soufflant ce mot à l'oreille. Il aurait ensuite combiné les lettres de l'alphabet de toutes les façons possibles avant d'aboutir à Rolex. Mais la bataille est loin d'être gagnée. Les montres-bracelets souffrent toujours de leur réputation de gardiens du temps peu fiables. Pour des instruments de mesure temporelle, c'est effectivement problématique. Hans perfectionne sans relâche ses créations pour briser ses préjugés tenaces. En 1910, Rolex devient la première montre-bracelet à recevoir le certificat suisse de précision chronométrique. Peu après, c'est l'Observatoire de Kew en Grande-Bretagne qui délivre un certificat de classe A à Rolex. Il s'agit d'un certificat de précision chronométrique aux exigences extraordinairement élevées, considéré comme l'un des plus rigoureux au monde à cette époque. Avant Rolex, seuls les chronomètres de la marine britannique avaient bénéficié d'un tel privilège. Leurs montres renversent complètement les idées reçues de l'époque. Elles acquièrent la réputation d'être exceptionnellement fiables. Dans les rues londoniennes, il devient courant de voir des montres Rolex au poignet de l'élite britannique. Rolex s'installe à Genève, non pas pour se rapprocher d'artisans qualifiés, mais pour échapper à la pression fiscale. L'optimisation fiscale n'est pas une invention récente. Entre 1914 et 1918 se déroule la Première Guerre mondiale. Pendant et après ce conflit, le Royaume-Uni augmente considérablement les taxes, notamment en imposant une hausse de 33,3% sur l'importation des produits de luxe et des composants horlogers, puisque Wilsdorf et Davis, alors basés à Londres, importaient ces pièces de Suisse pour l'assemblage au Royaume-Uni. Cette taxe rendait la fabrication extrêmement coûteuse. Pour éviter ces frais d'importation massifs sur leurs composants, ils décident de délocaliser l'intégralité de la production et de l'entreprise en Suisse. Ils déménagent donc à Genève et l'année suivante, en 1920, ils y enregistrent Rolex SA. C'est là que Rolex va continuer à repousser les limites technologiques et à faire voler en éclats les idées reçues. Au XXe siècle, tout le monde partageait la même conviction. Mouiller une montre équivalait à l'endommager définitivement. Rolex s'attaque frontalement à cette croyance. En 1926, l'entreprise crée l'Oyster, la première montre bracelet étanche et hermétique au monde, dotée d'un boîtier révolutionnaire qui protège le mouvement de l'eau et de la poussière. Pour prouver son efficacité, Rolex l'expose dans des aquariums et sponsorise des athlètes professionnels. Plus tard, en 1953, l'entreprise lancera la Submariner, la première montre spécifiquement destinée aux plongeurs, utilisable jusqu'à 100 mètres de profondeur. Les clients redoutaient de perdre leur montre à cause de quelques gouttes d'eau. Rolex développe une technologie qui rend ce scénario catastrophe impossible. L'entreprise continue de repousser les limites technologiques. La Seedweller en 1978, la GMT Master pour l'aviation, la lunette Cérachrome et le Spiral Parachrome bleu en 2005 pour résister aux conditions extrêmes. Ce ne sont que quelques-uns des progrès que nous devons à Rolex. Le calibre 4130, la Yachtmaster 2, la Skydweller, le calibre 2236, le calibre 3255. Rolex innove encore et encore. L'entreprise le fait depuis sa création et n'a aucune intention de s'arrêter. Naturellement, dans l'imaginaire collectif, Rolex est synonyme de progrès, de technologie et d'innovation. C'est pourquoi les clients de Rolex dépensent des milliers d'euros sans même hésiter. Mais avant de continuer, permettez-moi de vous parler de quelque chose qui peut littéralement transformer votre situation financière. Les ultra-riches semblent souvent inaccessibles. Pourtant, pour pratiquement chacun d'entre eux, leur fortune provient d'investissements judicieux. Leur argent leur a rapporté gros, très gros. Le problème, quand on aborde l'investissement, c'est qu'on peut rapidement se sentir dépassé. Assurance vie, bourse,
crypto-monnaie, on ne sait pas par où commencer ni comment passer à l'action. C'est précisément pour cette raison que j'ai le plaisir de vous présenter Finari, le partenaire d'exception qui va vous aider à révolutionner votre situation financière. Finari représente l'outil ultime pour reprendre le contrôle de votre argent. Vous vous inscrivez gratuitement, vous établissez le bilan, vos revenus, votre épargne, vos dépenses, vos objectifs, puis vous passez à l'action. Plan d'investissement, gestion de budget, suivi global de vos investissements, scanner de frais, les fonctionnalités sont vraiment complètes. Vous pouvez investir en quelques clics et à partir de 10 € seulement. Et le plus avantageux, vous bénéficiez de 20% de réduction sur l'abonnement Finari grâce au code EM20. Cet abonnement vous donne un accès illimité à toutes les fonctionnalités. Profitez-en en cliquant sur le lien en description ou en scannant le code QR qui s'affiche à l'écran. Même aux confins du monde, les montres Rolex vous aident à garder le cap. La preuve avec l'expédition de Sir John Hunt et de Tenzing Norgay. En 1953, les deux hommes atteignent le sommet du mont Everest. Pour chronométrer leur ascension historique, ils avaient choisi les Oyster Perpetual. Évidemment, en 2012, la marque crée la Rolex Deep Sea Challenge expérimentale. Il s'agissait d'un prototype conçu pour accompagner l'explorateur James Cameron lors de sa descente record dans la fosse des Mariannes. Certifiée étanche jusqu'à 12 000 mètres, cette montre établit alors le record de la montre de plongée la plus profonde au monde. Fort de cette prouesse, Rolex lance en 2022 le modèle Deep Sea Challenge commercial. Inspirée du prototype, cette version grand public est fabriquée en titane et certifiée étanche jusqu'à 11 000 mètres. L'idée reste la même, accompagner ceux qui repoussent les limites du monde connu. Bien sûr, Rolex sponsorise de nombreux événements haut de gamme. On peut citer la Biennale de Venise, l'Académie des Arts et Sciences, Roland Garros. C'est un peu le Red Bull des montres.
Mais attention, ces associations ne sont pas faites au hasard. Malgré ce qu'on entend souvent, toute publicité n'est pas bonne à prendre. Le nom de votre produit ne devrait pas être prononcé dans certaines conversations, uniquement dans celles qui inspirent l'admiration. Porter une Rolex, c'est bien plus qu'afficher l'heure. C'est affirmer sa propre détermination et sa capacité à croire en ses rêves. Et on est prêt à payer un sacré premium pour cela. Mais Rolex va encore plus loin. S'associer aux bonnes personnes ne suffit pas. Il faut créer un héritage durable. Rolex applique ce principe à la perfection. En 1976, la marque lance les Awards for Enterprise qui honorent les individus courageux qui relèvent des défis majeurs. En 2002, l'horloger lance un programme de mentorat. Même principe, les valeurs de Rolex continuent d'exister à travers de jeunes talents prometteurs. Même chose avec l'initiative Planète Perpétuelle qui voit le jour en 2019. Ici, Rolex fait plus que renforcer son image de marque. Elle l'ancre durablement dans l'esprit des générations futures. Rolex devient plus qu'une entreprise. C'est désormais un monument historique. Et c'est extrêmement efficace car cela crée un héritage légitime qui continuera à propulser la marque dans le temps. Grâce à cela, l'entreprise peut utiliser un dernier levier, le plus puissant de tous. Vous pouvez entrer dans une boutique Chanel et 10 minutes après ressortir avec un sac intemporel sous le bras. Avec Rolex, cela n'arrivera jamais et c'est certainement leur stratégie la plus redoutable. Vous devrez patienter plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour avoir, écoutez bien, le privilège d'acheter une montre. Oui, vous allez dépenser des milliers d'euros, mais c'est présenté comme un privilège. Pour certains modèles comme la Daytona, l'attente s'étale sur au moins 5 ans. Vous avez bien entendu, 5 ans. Si vous voulez en porter une, on se revoit en 2030, à moins que vous ne soyez chanceux et que vous en possédiez déjà une. Vous l'avez compris, ce n'est pas lié au fait que Rolex ne peut pas produire davantage. C'est que Rolex ne veut pas produire plus. Cette pénurie est 100% volontaire et voulue par l'enseigne. Il faut bien comprendre une chose, Rolex n'est pas pour tout le monde. Ce sont des montres qui marquent le passage à une étape importante de la vie. On s'achète une Rolex quand on fait son premier million. Ou encore, comme l'a dit Jacques Séguéla, si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Sans dire un mot, les Rolex envoient un message. J'ai accompli quelque chose d'important. Logiquement, les montres doivent rester exclusives. En limitant le stock de ces montres, Rolex crée un sentiment d'urgence et d'envie. Les consommateurs oublient le prix des montres. Tout ce qu'ils retiennent, c'est qu'en avoir une, c'est faire partie d'un petit groupe de privilégiés. Ce sentiment d'urgence va faire naître un autre levier de puissance. La demande devient supérieure à l'offre. Les montres Rolex ne servent pas qu'à donner l'heure. Elles sont prévenues une preuve sociale. Elles indiquent que vous appartenez à l'élite. Et ça n'a pas de prix. Enfin si, 100 000 euros. Cela nous amène aux 2 leçons business que nous pouvons tirer de cette histoire et appliquer dans notre propre entreprise. La leçon numéro 1, l'image perçue vaut plus que le produit réel. Une Rolex ne sert pas à donner l'heure, elle sert à donner du sens. L'entreprise n'a jamais vendu la précision horlogère, elle a vendu des histoires, des récits de dépassement de soi, d'exploration, de réussite, des récits dans lesquels le client rêve de s'inscrire. Si vous voulez vendre cher, ne vendez pas un produit, vendez une identité. La deuxième leçon, l'exclusivité se fabrique, même artificiellement. Rolex ne suit pas la demande, elle l'oriente. Contrairement à une logique de croissance classique, Rolex choisit volontairement la rareté. Moins de montres produites égale plus de désir et plus d'attente égale plus de valeur perçue. C'est une masterclass de contrôle narratif. Même si techniquement Rolex pourrait produire davantage, elle préfère frustrer le marché pour maintenir son statut d'objet de récompense et d'élévation sociale. La rareté n'est pas un problème de capacité, c'est un outil stratégique de positionnement.
C'est une leçon qui aurait bien servi à Burberry, qui a complètement détruit son image de luxe à cause d'erreurs stratégiques qui l'ont transformée en marque de masse, comme nous le voyons dans la vidéo qui s'affiche maintenant.